Chers amis, je remercie très vivement Manuel Valls, le Premier ministre, de nous faire l'honneur et l'amitié de venir clôturer ce 6e forum. Sa présence nous est très précieuse, comme les applaudissements qui l'ont salué l'ont montré. J'ai en vérité 1000 remerciements à faire, mais je serai bref, car j'ai retenu la leçon de Montesquieu: ce qu'un orateur ne vous donne pas en profondeur, il vous le donne en longueur. Une certaine alchimie a fait que ce forum fut exceptionnel, je dirais remarquable. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose s'est produit entre les participants eux-mêmes et entre les participants et l'audience. Il y a eu une discussion sans tabou, sans langue de bois, avec beaucoup d'humour et beaucoup d'empathie entre les personnes qui débattaient. De vrais débats, donc, de vrais désaccords, mais aussi de vrais échanges. Nous avons parcouru d'immenses territoires: l'avenir du travail, de l'innovation, de l'Europe, des pays émergents, de l'Afrique, de la politique économique elle-même. Et l'avenir du travail est d'abord de redonner dignité au travail. C'est la raison pour laquelle je voulais remercier tous ceux qui ont travaillé à ce forum. Merci à Laura Kwiatkowski qui m'a beaucoup aidé. Merci à l'agence publique, à Gérard Askenazi, Claire, François, Stéphane et j'en passe, car ils ont été déterminants dans l'organisation et le succès et dans la conception de ce forum. Merci à Angèle Guria, merci à Gérard Mestralet, dont je considère qu'il est vraiment aujourd'hui devenu mon ami. Merci à chacun et à chacune d'entre vous. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Secrétaire général adjoint, Mesdames, Messieurs, chers amis, nous nous apprêtons donc à refermer la page d'une très belle édition du Forum Nouveau Monde. 2 jours de débats passionnés, d'idées audacieuses et de générosité. 2 jours pour lesquels je tiens à mon tour à remercier l'ensemble des intervenants, Laura, Gérard et tous les autres. Votre présence, Monsieur le Premier ministre, est un honneur. C'est aussi, je le crois, le témoignage de votre confiance en ce forum qui essaie depuis sa création d'offrir à la France une tribune nouvelle, une tribune qui porte haut notre pensée économique et géopolitique, s'ouvrant aux visions les plus stimulantes, voire iconoclastes, du Nouveau Monde. Je voudrais ajouter une note d'espoir. Au fond, cette 6e édition nous a démontré que les profondes transformations économiques, les ruptures que nous vivons à l'échelle de nos États comme à l'échelle internationale et à l'échelle mondiale ne doivent pas finalement être tant redoutées. Bien loin d'être un signe de déclin, la fin du monde nouveau et le glissement vers le nouveau monde ouvre une voie certes étroite de croissance et de prospérité partagée. Donc, merci à tous. Je cède la parole au secrétaire général adjoint de l'OCDE et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 7e édition du Forum Nouveau Monde. Merci. Monsieur le Premier ministre, Messieurs Mestralet et Fitoussi, Mesdames et Messieurs l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Valls à l'occasion de sa première visite officielle à l'OCDE en sa qualité de Premier ministre. Malheureusement, le secrétaire général Angel Gurria se trouve aujourd'hui à Milan, où il assiste au sommet de l'emploi des dirigeants des pays de l'Union européenne,
mais il m'a demandé de vous transmettre ses salutations. C'est une joie, Monsieur le Premier ministre, de vous compter parmi nous aujourd'hui. Je ne m'étendrai pas, car l'essentiel a déjà été dit par M. Mestrallet et M. Fitoussi. Néanmoins, je tiens à rappeler le message du secrétaire général à l'ouverture du forum hier. Nous sommes honorés d'avoir accueilli le forum Nouveau Monde à l'OCDE et espérons poursuivre ce partenariat à l'avenir. Ces 2 derniers jours, nous avons eu la chance d'entendre quelques-uns des plus brillants penseurs, universitaires éminents, décideurs chevronnés, chefs d'entreprise couronnés de succès et représentants d'organisations de la société civile. Ensemble, nous avons réfléchi à quelques-unes des questions les plus pressantes de notre époque. L'avenir du travail, les limites de l'innovation, comment construire des sociétés inclusives et résilientes. Ensemble, et comme Jean-Paul Fitoussi nous y a invités hier, nous avons imaginé à quoi devait ressembler un monde nouveau et meilleur. L'OCDE est prête à vous accompagner dans cette entreprise avec notre expérience acquise dans toutes les sphères de l'élaboration des politiques. C'est un aspect que M. Valls connaît très bien, car nous travaillons au quotidien avec le gouvernement français en vue d'améliorer les politiques dans des domaines essentiels: éducation, concurrence, innovation, croissance verte. Aussi, vous pouvez compter sur nous. Permettez-moi de féliciter de nouveau le Forum Nouveau Monde pour la réussite de cette manifestation et de donner sans plus tarder la parole à M. Valls, le Premier ministre. Merci bien. Monsieur le Président, cher Jean-Paul Fitoussi et Gérard Mestrallet, Monsieur le Secrétaire général adjoint de l'OCDE, Mesdames, Messieurs, Jean-Paul Fitoussi vient de placer la barre très haute. Il faut me faire long et en même temps gagner en profondeur. Je vais essayer de faire les deux, sans vous ennuyer et en essayant de vous passionner. Durant ces 2 jours, cette belle initiative que constitue le Forum Nouveau Monde a permis, une fois de plus, de prendre de la hauteur et de prendre le temps de la réflexion. Que cela se passe ici à l'OCDE, c'est au fond assez logique, puisque vous venez de le rappeler, Monsieur le Secrétaire général adjoint, vous nous aidez précisément par vos analyses, vos études, vos conseils à préparer l'avenir. Je regrette de n'avoir pu assister aux différentes sessions. J'ai pris connaissance, bien sûr, de la teneur de vos travaux et j'ai eu plaisir à croiser Alain Juppé, qui partait. Il se trouve que l'autre jour, nous étions à un autre forum, celui organisé par Jacques Attali au Havre. C'était dans l'autre sens. Je partais, il arrivait. Donc l'avenir, vous voyez, il s'écrit aussi ainsi par ce théâtre un peu de Feydeau, mais qui j'espère, veut dire quelque chose. J'y vois en tout cas un intérêt des uns et des autres pour la réflexion. Et c'est bien utile. S'arrêter un instant, écouter celles et ceux qui pensent notre monde, et toujours pour un responsable public, évidemment pour le Premier ministre que je suis, un moment précieux, car il n'y a pas d'action pérenne sans une réflexion qui la prépare et qui l'accompagne. La question sous-jacente à tous vos échanges, et je vais y revenir, c'est bien évidemment la prise en compte du temps long. Et elle est fondamentale, elle est au cœur de l'équation que nous devons résoudre. Concilier les exigences du présent, elles sont lourdes,
tout en répondant aux impératifs de demain. Ils sont sans précédent. Nouveau monde, ce terme qui a été choisi à dessein, j'en suis sûr, renvoie à l'histoire. Le Nouveau Monde, il y a 500 ans, signifiait une terre inconnue, une terre de conquête, source de danger, de mystère, mais bien sûr d'opportunités également. Ce Nouveau Monde, du moins au début, n'a pas bouleversé l'ancien. Il était géographiquement distinct, au-delà des mers. On en rapportait les richesses et les découvertes. Aujourd'hui, le Nouveau Monde n'est plus un monde lointain. Il se superpose à l'ancien en venant le bouleverser profondément. Notre économie, notre industrie, notre manière de travailler, de vivre, de communiquer. Ce Nouveau Monde prend donc des formes multiples. Vous en avez abondamment parlé depuis hier matin. Il y a bien sûr la globalisation, la troisième globalisation, après celle des XVIe et XIXe siècles, avec ses conséquences pour la cohésion sociale de nos pays. Il y a également l'émergence de nouveaux géants, de pays continents qui vient renouveler la hiérarchie entre les puissances mondiales. Et à quelle vitesse? C'est ça évidemment sans doute qui change par rapport à ce qui s'est passé par deux fois il y a un siècle ou il y a 5 siècles. Le Nouveau Monde, c'est aussi la transition énergétique, dont la réussite est vitale pour le destin de l'humanité, et la révolution numérique, qui n'en est qu'à ses débuts. Nouveau Monde, chance, opportunité, c'est ce regard qu'il faut porter sur la mondialisation, sur la globalisation, mais aussi nouveau déséquilibre, nouvelles menaces. Je pense bien sûr au changement climatique, mais aussi aux menaces liées à la radicalisation, au terrorisme, qui ne connaissent plus aucune frontière et qui se servent des moyens de communication, des nouvelles technologies pour propager leurs messages de haine et de terreur. Le Nouveau Monde, au fond, et je me mets à la place d'un citoyen qui regarde ça de loin ou qui a l'impression de le subir et parfois même d'en être victime, c'est une impression de vertige devant la rapidité des évolutions. Je prendrai quelques exemples. Demain, grâce à l'impression 3D, on pourra peut-être produire des objets chez soi, à tel point que certains envisagent déjà une relocalisation d'une partie de l'industrie productive. L'automatisation n'est pas nouvelle, mais l'accélération du développement de la robotique et de l'intelligence artificielle pourrait conduire à une remise en cause du travail sous sa forme actuelle. Le séquençage de l'ADN, et j'en ai vu les découvertes précises à Évry, dont j'ai été le maire, au Génopôle. Le séquençage de l'ADN permettrait, quant à lui, de diagnostiquer, prévenir et guérir de nombreuses maladies, tout en posant des questions éthiques fondamentales auxquelles il faut répondre sans esprit partisan, avec intelligence collective et débat avec la société. On nous annonce même la remise en cause des monnaies des banques centrales, remplacées par des monnaies électroniques, ou encore la fin de l'enseignement traditionnel avec les MOOC. Les nanotechnologies sont enfin un territoire aux perspectives infinies. J'ai vu de ce point de vue-là, l'autre jour à l'université de Besançon, des avancées tout à fait prodigieuses grâce à des scientifiques français. Et je lisais récemment qu'une équipe de chercheurs avait réussi à stocker l'équivalent de 500 disques durs dans une bactérie. Vertige, je disais. Bien entendu, toutes ces révolutions annoncées n'aboutiront pas forcément. Il nous faudra en maîtriser les conséquences pour les mettre au service d'un développement harmonieux, car il règne, je crois, une très grande incertitude sur les effets de ces bouleversements présents et à venir. L'incertitude, elle est d'abord au niveau de l'entreprise. Le numérique, par exemple, est venu bouleverser plusieurs secteurs de l'économie, les industries culturelles, la publicité, les médias et la vente de détail. D'autres secteurs ont pris la suite, comme le tourisme ou les transports, et demain plus encore, l'éducation, la santé, les banques. À terme, tous les secteurs
seront concernés. Et de même, l'utilisation des masses de données générées, notamment celles relatives aux traces d'utilisation par les consommateurs, est devenue un enjeu concurrentiel majeur. Face à toutes les évolutions de leur environnement, les entreprises ont donc l'obligation de se réinventer. Elles doivent prendre appui sur le potentiel d'innovation des start-up, faire au bon moment les bons choix de croissance interne ou de croissance externe. Sans cela, dans un monde qui évolue sans cesse, elles courent le risque de perdre des pans entiers de leur marché, ou même de voir leur activité disparaître. On nous dit qu'on ne connaît pas une grande partie des métiers de demain et que beaucoup des métiers d'aujourd'hui disparaîtront. Cette incertitude au niveau de l'entreprise, elle vaut aussi au niveau macroéconomique. L'économiste Robert Solow, à la fin des années 80, a eu cette formule. Nous voyons les effets de l'informatique partout, sauf dans les statistiques de productivité. Et finalement, on a vu une accélération de la productivité dans les années 90. Aujourd'hui, ce même paradoxe ressurgit à nouveau de manière beaucoup plus aiguë. Depuis 6 ans, en effet, la productivité s'est affaissée dans la plupart des pays occidentaux, aux États-Unis bien sûr, mais plus encore en Europe, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France. Et pourtant, le rythme des innovations n'a jamais été aussi soutenu. Je sais que le débat est vif parmi les économistes. Vous tous connaissez les théories de Fels ou de Gordon qui considèrent que les innovations qui sont devant nous ont un potentiel très inférieur aux grandes inventions du XXe siècle et prédisent alors un épuisement des gains de productivité. Je fais partie, je prends ma place dans ce débat, mais très modestement, de ceux qui pensent peut-être au contraire que ces innovations ont un potentiel de création de valeur, de gains de productivité qui va se matérialiser une fois que les entreprises et les administrations auront adapté leur propre organisation. En d'autres termes, je ne crois pas que la croissance soit terminée. Les cycles de croissance que nous avons connus par le passé, portés par le progrès technique, vont revenir, peuvent revenir. L'incertitude au niveau macroéconomique concerne également la place de chacun, de chaque pays, dans la compétition mondiale. Et le nouveau monde rebat complètement les cartes. On le voit avec la formidable qualité des ingénieurs en Chine ou en Inde. Les économies les plus avancées, dont la France fait partie, je le souligne, parce que parfois, en lisant certaines analyses ou certaines presses, je reviens de Londres, donc là-bas j'ai tout lu et tout vu, la France apparaîtrait comme un pays qui a décroché. Non, bien évidemment, et notamment dans le domaine de l'innovation, la qualité de ces ingénieurs, elle est en pointe. Mais ces pays doivent veiller à ne pas se laisser distancer sur les technologies de demain, même si elles ne représentent aujourd'hui qu'une faible part de la création de richesses. Plus encore que la place de nos économies dans la compétition mondiale, ces incertitudes sont en train de bouleverser l'État tel que nous le connaissons. Cet État qui a connu plusieurs révolutions, l'État-nation, l'État libéral, puis l'État-providence, s'est réinventé en permanence. Il a subi des attaques parfois violentes. Je pense aux thèses de Friedman que Reagan ou Thatcher ont partiellement mises en œuvre avec les conséquences que l'on connaît, mais aussi les changements profonds que ces pays ont connus. Et aujourd'hui, sous la pression des dettes, des nouvelles technologies, mais aussi des citoyens qui, dans un monde globalisé, mettent en doute sa capacité d'agir, l'État est une fois questionné, encore une fois questionné. Il doit faire face à une double crise d'efficacité et de légitimité. Il doit donc évoluer profondément. Quelle tâche accomplir? Comment encadrer les marchés sans peser sur l'initiative et l'innovation? Et comment faire mieux avec moins de ressources? Cette question, elle est posée en France, peut-être encore plus qu'ailleurs, puisque l'État, d'une certaine manière, a inventé la nation, et que sur le champ politique, droite et gauche confondues, ont toujours fait confiance à l'État. C'est l'héritage, avant même la Révolution française, mais c'est l'héritage évidemment du jacobinisme, de la Troisième République, mais aussi du Conseil national de la résistance. Mais une grande partie de la crise d'identité de notre pays, et aussi, permettez-moi ce mot plus personnel, une des crises d'identité de la gauche française ou de la social-démocratie, est liée à cette crise de l'État-providence. Voilà, trop rapidement, dit des questions
que les bouleversements du monde posent à tous les États sur tous les continents, mais évidemment qui se posent à nous. Le nouveau monde, c'est donc une somme de transformations profondes, d'incertitudes sur l'évolution de l'économie, de nos sociétés, de nos modes de régulation, de gouvernance. Et dans ce contexte passionnant, parfois inquiétant, inédit en tout cas, la responsabilité des décideurs publics consiste, et vous le faites ici en y réfléchissant, peut-être plus que jamais auparavant, à gérer les conflits entre les différents horizons de l'action, entre le présent et l'avenir, et je vous renvoie à un ouvrage de Gilles Finkelstein qui est devant moi et qui a beaucoup écrit sur ce sujet. Le présent, c'est bien évidemment une crise économique qui s'est installée depuis 2008. Nous en voyons au quotidien les effets. Croissance insuffisante, chômage de masse et désespoir qui gagne du terrain, et c'est peu de le dire. Cette crise nous oblige bien évidemment à gérer les urgences, les souffrances, pour garantir la cohésion de notre société, pour venir en aide aux plus démunis, à ceux que précisément la globalisation frappe de plein fouet et qui se sentent alors relégués, comme à la marge d'un monde qui va beaucoup trop vite, ce qui explique la crise de confiance que nous connaissons dans nos sociétés, l'abstention ou le vote en faveur des populismes. Il y a le présent et il y a l'avenir, mais il est très souvent occulté par une préférence généralisée pour l'immédiateté. Notre époque a fait du tout de suite, une règle d'or. C'est vrai en matière économique, médiatique, politique et les réseaux sociaux, les chaînes d'information continue, la concurrence en matière d'information. Je m'excuse auprès des journalistes qui officient sur les plateaux de BFM et qui étaient avec vous aujourd'hui. Mais c'est cette réalité, cette dictature de l'immédiateté, de l'information à tout prix, pas toujours vérifiée d'ailleurs. Il faut inventer toutes les demi-heures une information. Et tout le champ politique, économique, social ou culturel concerné, les individus eux-mêmes, n'arrivent pas souvent à distinguer ce qui est de l'ordre du temps court et du temps long. Le nouveau monde, c'est donc aussi, je crois, la nécessité de réaffirmer le cadre de l'action publique. Elle doit bien sûr agir ici et maintenant, mais également préparer demain, après-demain, préparer le moyen et le long terme. C'est dans cette logique d'ailleurs que le président de la République a confié à Jean Pisani-Ferry cette grande réflexion sur quelle France dans 10 ans. Il s'agit de réfléchir sur notre modèle de production, notre modèle social ou encore la soutenabilité de notre modèle de croissance. Cette démarche est une condition essentielle de la confiance qui manque tellement aujourd'hui. Ce que nos concitoyens attendent en effet, c'est que celles et ceux à qui ils ont confié leur destin disent précisément ce qui est fait, mais également où l'on va. Faire cela, c'est nécessairement avoir le courage d'assumer des choix et d'assumer également que certains de ces choix ne porteront leurs fruits que plus tard. Faire le choix du moyen long terme plutôt que de l'immédiat, c'est notamment mener les réformes nécessaires pour permettre à la France de retrouver toute sa force, c'est-à-dire de conserver sa place dans ce nouveau monde qui se dessine. On nous interroge, on interroge le chef de l'État en lui disant « mais quel est le cap? Quelle est la cohérence de votre politique? Pourquoi ces réformes ?» Oui, il faut mettre parfois plus d'ordre dans les réformes et mieux indiquer le cap, mieux insister sur la cohérence. Mais s'il y a un objectif, c'est faire en sorte que la France ne décroche pas, qu'elle conserve sa place dans ce nouveau monde. Moi, je m'émerveille en même temps que ce pays de 65 millions d'habitants, avec son histoire, bien sûr, mais réussisse à conserver toujours sa place. Je m'émerveille que la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, la France soient toujours dans le peloton de tête des 10 premières grandes puissances économiques. Mais quand on regarde le temps long et les évolutions de la Chine, de l'Inde, du Brésil, de l'Indonésie, d'autres pays, je pense à l'Afrique, malgré toutes les difficultés, nous voyons bien qu'il nous faut nous préparer à cet avenir. Et donc, le rôle des responsables publics, mais des intellectuels, des économistes, c'est précisément de réfléchir à ces évolutions. Et
s'il y a une définition de ce que nous faisons, c'est de conserver notre place dans ce nouveau monde, en nous réinventons. Il nous faut nous réinventer en permanence. Et la première réforme, si vous m'avez invité, ce n'est pas uniquement pour parler de l'avenir d'une manière générale, c'est parce que je suis aussi chef du gouvernement, c'est de restaurer la compétitivité de nos entreprises. Car depuis plus de 10 ans, face à une concurrence mondiale qui ne fait pas de cadeaux, nos entreprises, nos industries ont perdu des parts de marché. Leurs marges se sont rétrécies. Et c'est pour cela que nous avons fait un certain nombre de choix, notamment sur la base du rapport fourni par Louis Gallois à la fin de l'année 2012, qui, je crois, ça n'a pas été peut-être suffisamment dit à ce moment-là, un révélateur sur la situation de notre pays. Nous connaissions, nous l'avons peut-être d'ailleurs pas assez dit en 2012, les problèmes de la France. Je parle de son triple déficit, déficit public, déficit du commerce extérieur, déficit de croissance. Mais la question de la compétitivité de nos entreprises était, et de mon point de vue, centrale. Le crédit d'impôt compétitivité emploi et le pacte de responsabilité et de solidarité que nous avons mis en place, en œuvre, représentent un effort de 40 milliards d'euros sur 3 ans de baisse des prélèvements. Et il doit notamment permettre de diminuer le coût du travail qui est trop élevé. Le CICE donne ses effets, on peut aller encore plus vite, mieux flécher, améliorer son rendement, mieux informer, mais il donne les résultats. Et le pacte lui-même, déjà voté cet été, sera mis en œuvre progressivement, et notamment à partir du 1er janvier 2015. Redonner de la compétitivité à nos entreprises, c'est leur permettre d'investir, d'innover, de remplir leur carnet de commandes et d'embaucher. Mais tout cela ne pourra pas se faire en quelques jours. Aider les entreprises, je l'ai déjà dit à maintes reprises, c'est un choix stratégique. C'est donc un choix de long terme. Et je l'assume, et je sais, le président de la République le soulignait lui-même il y a quelques jours, il faut du temps pour obtenir des résultats. J'ai parlé à l'instant de la nécessité de réinventer l'action publique, l'État, les administrations, les collectivités territoriales. Nous sommes en train de réaliser cette adaptation nécessaire, tant de fois à journée. Depuis trop longtemps, nous n'avons pas eu le courage de nous attaquer à cet empilement des échelons administratifs qui nuit à l'efficacité de nos collectivités locales et à la lisibilité de l'action publique. Et à l'initiative du président de la République, mon gouvernement a agi. Une nouvelle carte des régions a été votée à l'Assemblée nationale, faisant passer leur nombre de 22 à 13. Des régions plus grandes et plus puissantes, avec des compétences nouvelles et des recettes également nouvelles. Des conseils départementaux revisités, même si ça fait débat, parce que le département est au cœur de la construction républicaine depuis 2 siècles, et nous devons être attentifs à l'avenir des territoires ruraux. Et puis des intercommunalités renforcées avec, au cœur de ces intercommunalités, des grandes métropoles. Et je m'inquiète d'ailleurs toujours quand à Paris ou à Marseille, on n'a pas pris conscience de la nécessité de penser, de repenser ces métropoles le monde. La ville de Lyon a été de ce point de vue-là à l'avant-garde. Mais partout en Europe, partout dans le monde, ce sont les villes qui innovent grâce à leurs urbanistes, à leurs architectes, à leurs pépinières d'entreprises, à leurs universités, grâce à l'innovation, grâce aussi à une réflexion sur le développement durable à cause des phénomènes liés à la pollution. Voilà en tout cas ce qui doit contribuer à mieux préparer l'avenir et à mieux répondre aux attentes des habitants. Réformer, c'est aussi maîtriser nos dettes et nos dépenses publiques, dont la part dans la richesse nationale est 7 points plus élevée que la moyenne de la zone euro. Ce que nous faisons, c'est simplement nous adapter aux défis de notre temps. Ces défis, c'est évidemment le financement de nos dépenses, grâce à un marché financier mondialisé. Mais c'est aussi redonner à l'État des marges de manœuvre pour renforcer les atouts stratégiques de la France. Et de ce point de vue-là, nous devons bien sûr définir des priorités pour l'action publique. Et s'il y en a une qui s'impose, je ne vais pas développer, mais tellement c'est évident, c'est l'école, c'est la formation de nos jeunes. Parmi ces atouts qui sont les nôtres, il y a bien sûr nos capacités d'innovation, c'est-à-dire nos ingénieurs, nos scientifiques, nos universités, qui s'adaptent progressivement
notre recherche et notre développement. On nous les envie. Il suffit de regarder ce qui se passe à la Silicon Valley, de remarquer que la deuxième communauté étrangère, ce sont les Français. De discuter avec les responsables d'Apple, de Google, d'Amazon, et qui vous disent que c'est en France qu'on trouve aujourd'hui parmi les ingénieurs les plus formés. L'État agit au travers des pôles de compétitivité qui rassemblent sur un même site des entreprises et des laboratoires de recherche. Il faut rationaliser en même temps ces pôles. Il agit également en favorisant le financement de l'innovation, le crédit impôt recherche, le crédit impôt innovation, le programme d'investissement d'avenir. Je salue Louis Schweitzer, ont fait leurs preuves, mais nous devons aller plus loin en mobilisant davantage les investisseurs privés. L'État agit enfin en structurant des filières d'avenir, faisant émerger des leaders français compétitifs au niveau mondial. Le numérique y a pris une place centrale. Et dans ce domaine, je le répète, la France a un vrai potentiel. Grâce notamment à l'audace de ses entrepreneurs, elle a su créer une réelle dynamique. Ainsi, l'année dernière, une start-up parisienne créée dans un incubateur a été la première société française depuis plus de 15 ans à faire son entrée réussie au Nasdaq. Chaque année ou presque, le CES de Las Vegas récompense au moins une entreprise française dans le domaine des objets connectés. Des exemples comme cela, il y en a beaucoup. Si les dispositifs de financement privé sont suffisamment performants, ces entreprises, ces start-up pourront grandir et devenir les géants de demain. Car si nous avons des start-up, le problème que nous avons, on a beaucoup parlé à Londres il y a 3 jours, c'est leur capacité de développement, ce qui pose d'ailleurs le problème souvent de la fiscalité ou des charges qui pèsent sur ces entreprises. La France doit donc être plus attractive encore pour les investisseurs. Elle doit aussi moderniser ses outils d'intervention et donc son administration. Tout le monde le sent bien, Internet, le web, les services mobiles offrent d'innombrables ressources. Grâce à eux, les services de l'État pourront mieux se déployer pour mieux accompagner les Français dans leur vie quotidienne. Et nous commençons à avoir de belles références. La France a récemment été distinguée par les Nations Unies pour la qualité de ses services numériques. Elle se place au 4e rang mondial, leader en Europe. Je pense par exemple au site service public ou encore à Légifrance, qui permet de retrouver gratuitement l'ensemble des textes juridiques depuis l'édit de Villers-Cotterêts. Le nouveau monde n'oublie donc pas l'ancien. Je pense aussi à Pôle emploi, qui doit changer, qui doit se réformer, ou au service impôts gouvernement FR, pour lequel 40% des contribuables payent désormais leurs impôts. Il y a bien sûr le dernier né, France Université Numérique, qui a connu un démarrage spectaculaire. La modernisation de l'État et de ses services, c'est tout cela. Ça veut dire que c'est possible. Cela veut dire qu'il faut donc poursuivre. Si on veut garder des services publics performants, car le problème que nous avons en France, c'est que nous avons une part, je le disais, trop importante dans la richesse de la dépense publique pour des services parfois que nos concitoyens, pas dans tous les domaines, mais que nos concitoyens contestent. Réformer, c'est également agir pour la transition énergétique et la croissance verte. C'est le débat actuel à l'Assemblée nationale, avec la loi que présente la ministre de l'écologie, Ségolène Royal. Ce sont de formidables moteurs de développement pour les économies, avec de nouvelles filières, de nouveaux métiers. Et de ce point de vue-là, nous avons une chance inouïe, et Gérard Mestralet pourrait en parler mieux que moi, qui est de construire un mix énergétique unique. Regardons, je ne veux pas être désagréable, pas mon rôle, mais les défis qui sont par exemple ceux de l'Allemagne dans ce domaine. Nous avons fait le choix de garder la part du nucléaire, 50% de la production électrique contre 75% aujourd'hui. Évidemment d'investir dans l'avenir, je pense aux renouvelables. Mais en gardant cette filière nucléaire, nous inventons aussi l'avenir. C'est tout le débat sur les réacteurs de nouvelle génération. Mais c'est aussi une capacité de recherche, d'innovation que nous devons maintenir. 30 Glorieuses doivent beaucoup aux choix qui ont été faits sur ce sujet-là. Et moi, je crois beaucoup à la filière nucléaire, mais dans un mix énergétique unique. Mais au-delà, il s'agit pour le nouveau monde de se réinscrire pleinement dans son milieu naturel et faire face à ce qu'il faut bien appeler les limites écologiques de la Terre, de conquérir la mer, d'être toujours capable aussi d'imaginer ce qu'est la conquête de l'espace. Et l'Europe, de ce point de vue-là, a toujours un rôle à jouer. Et la France a toujours été en pointe grâce à ses lanceurs d'Ariane.
La semaine prochaine, donc, l'Assemblée va voter un projet de loi dans lequel nous fixons des objectifs ambitieux pour les émissions de gaz à effet de serre et la consommation énergétique. Mais bien évidemment, ces actions n'ont de sens que si elles sont menées par l'ensemble de la communauté internationale. En 2015, la France accueillera la grande conférence sur le climat. Elle agira avec détermination pour que tous les pays s'engagent. Ça ne doit pas être uniquement une conférence qui réunit, c'est déjà important, tous les États. Mais la société civile, les ONG, les collectivités, les citoyens, donc, seront aussi des acteurs importants de ce rendez-vous. Dans le monde à venir, mais là, dans la confrontation entre le monde ancien et le monde nouveau, c'est un sujet majeur. Nous aurons également besoin d'une Europe forte. Je veux l'illustrer un instant en poursuivant sur cette question du numérique que j'ai déjà abordée. Comme vous le savez, le numérique pose une difficulté. Il conduit bien souvent, du fait de formidables économies d'échelle, à la formation de monopoles ou d'oligopoles. Il est difficile de lutter contre cette tendance à la concentration. Mais nous pouvons néanmoins agir sur 3 fronts. D'abord, favoriser l'émergence de grands champions européens. On taxera tout de suite de naïfs. Mais je suis convaincu qu'on peut le faire. Et pour cela, il nous faut construire un marché unique du numérique qui permettra à nos start-up d'avoir accès directement à un marché d'ampleur continentale et donc de grandir davantage. Ensuite, nous devons établir au niveau européen des règles communes pour garantir la libre concurrence et éviter l'abus de positions dominantes. Enfin, au niveau européen toujours, nous devons lutter contre l'optimisation fiscale. Le secteur du numérique, comme le secteur financier, s'y prête particulièrement. Des avancées ont été réalisées ces dernières années. La TVA sur le commerce électronique sera progressivement collectée sur le lieu de consommation. Il nous faut poursuivre notamment quant à l'harmonisation fiscale sur l'impôt sur les sociétés. Mais sur ces questions du numérique, il y a les enjeux majeurs de liberté, de protection des données, de notre culture. On en parle peu, mais l'affaire Snowden a laissé des traces durables, redoutables. Et sans me prononcer sur l'individu lui-même, regardons la méfiance qui aujourd'hui existe. Une Europe forte, c'est donc une Europe qui nous permet de mieux peser à l'échelle du monde. Nous sommes plus forts quand nous négocions à 28 un traité de libre-échange. C'est ainsi que nous pouvons mieux défendre les intérêts, non seulement de nos concitoyens, mais aussi ceux de nos entreprises et de leurs salariés. Nous défendons également nos principes sur l'alimentation ou bien encore sur la culture, et nous continuerons d'y être vigilants. Et la France a bien sûr un rôle tout particulier dans ce domaine. Nous sommes plus forts également lorsque nous portons des positions diplomatiques communes pour assurer la stabilité du monde et la défense de nos intérêts, de nos valeurs démocratiques. Certes, il faudra bien davantage sur la défense européenne, mais c'est ensemble que nous pouvons peser. Mais pour ma génération, il y a un défi redoutable pour l'Europe. Nous pouvons, la formule est facile, mais sortir tout simplement de l'histoire. Nous le constatons encore ces derniers mois, dans le domaine diplomatique, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, à travers les interventions militaires. Ce n'est pas l'Europe qui bouge, qui agit, c'est la France ou la Grande-Bretagne qui agissent pour l'Europe tout entière. Est-ce bien normal face aux défis du monde, face à la menace terroriste? Il y a là un risque civilisationnel pour notre continent. Et puis, nous pouvons sortir aussi de l'histoire. C'est dans l'actualité encore ce matin, à travers les réflexions du Fonds monétaire international sur la crise économique que la zone euro traverse. Elle est en train de décrocher. Nous sommes à un niveau d'inflation et de croissance qui nous fait craindre la désinflation, la déflation et la récession. Pouvons-nous accepter que sur ce continent, il y ait toujours un jeune sur 4 au chômage et assister impuissant à la montée des populismes qui se nourrissent aujourd'hui d'un ressentiment à l'égard de l'Europe? L'Europe qui est le plus beau projet qu'on ait jamais inventé à l'échelle de l'histoire, qui a permis aux pays du Sud et ensuite de l'Est de rentrer dans la démocratie, dans le progrès. L'Europe qui a permis la réconciliation entre la France et l'Allemagne, l'échange entre les peuples, notamment entre les jeunes. Mais à l'échelle de l'histoire, et cette histoire, elle peut être tragique, nous voyons bien que ce projet est en train de se fissurer et qu'elle nécessite bien sûr un dialogue puissant, constructif,
productif entre la France et l'Allemagne, et qu'il nous faut sortir des débats, encore aujourd'hui, mesquins, petits, des mots sur les uns et sur les autres. La construction européenne nécessite une alliance puissante, donc, entre ces deux pays, qui sont au cœur de la réconciliation et la reconstruction européenne. Mais aussi bien sur les questions diplomatiques, militaires ou économiques. Faisons attention, s'il n'y a pas un sursaut face à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, car ce nouveau monde, mesdames et messieurs, est lourd d'incertitudes. Mais il ne tient qu'à nous d'en faire un monde choisi plutôt que subi. Ce monde peut comporter des dangers, mais tous ces changements sont une source d'opportunités formidables. Prenons 3 sujets rapidement. L'immigration. L'immigration, notamment celle du Sud, fuyant la guerre, la pauvreté, la famine, ces hommes et ces femmes qui bougent parce qu'ils aspirent à une vie meilleure, viennent sur notre continent, le traversent, sont bloqués ici ou là, à Lampedusa ou à Calais. Mais nos sociétés, elles doivent aussi se régénérer. Et si la question de la régulation des flux migratoires est posée, c'est une responsabilité notamment pour l'Union européenne, nous devons l'imaginer aussi, ce qu'elle va devenir cette immigration. Elle ne viendra pas que du Sud, elle vient de l'Est, elle vient de l'Asie. Nos sociétés changent. C'était un des aspects d'ailleurs passionnants du rapport de Pisani-Ferry sur le métissage de nos sociétés. Comment on s'y prépare? Comment on traite les questions aussi fondamentales? Elles sont au cœur de l'actualité. Et pas seulement par la peur. La place de l'islam dans notre société, c'est la deuxième religion de notre pays. Elle est installée depuis longtemps en Europe, mais aujourd'hui elle est présente, cette religion, dans tous les pays. Comment nous pouvons réussir, et moi j'en suis convaincu que c'est possible, à faire en sorte qu'aux yeux du monde, dans l'Europe, on bâtit un islam, c'est le cas, compatible avec la démocratie, la laïcité, l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est sans doute l'un des défis majeurs, avec les conflits que nous connaissons dans le monde, que nous devons réussir. Qui mieux que l'Europe peut le faire? Et puis il y a cette relation extraordinaire avec le continent africain. S'il y a un continent, nous avons un destin, nous Français et nous Européens, c'est bien l'Afrique. Non seulement parce qu'il y a les traces de l'histoire, les pages sombres bien sûr, mais il y a l'histoire, il y a la langue. Et la francophonie, l'espace francophone, notre langue, sont des atouts extraordinaires qu'il faut exploiter davantage dans ce nouveau monde. L'Afrique, à travers sa démographie, est le continent de demain. Il y aura de plus en plus de millions et de millions d'Africains parlant français, qui bougeront, qui iront dans le monde, qui réussiront. La croissance, l'éducation, l'innovation, les nouvelles technologies en sont évidemment les causes positives. Et donc, soyons attentifs et bâtissons ce pont entre les deux rives de la Méditerranée, porte d'entrée de l'Afrique. C'est ce que nous faisons en Algérie, au Maroc, en Tunisie, symbole des printemps arabes. Nos entreprises, malgré les difficultés, doivent y investir. La France doit être plus présente. D'autres pays, d'autres continents, la Chine, le Brésil, et d'autres pays européens comme l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie, y sont. Il n'y a pas de chasse gardée. Mais c'est dans ce nouveau monde un horizon tout à fait extraordinaire. Et puis je pourrais parler aussi de la jeunesse, la nôtre. Nous avons un atout, notre démographie positive. Cela pose des défis redoutables quand il s'agit de l'éducation ou de l'entrée sur le marché du travail pour ces jeunes. Mais d'autres pays voisins ne connaissent pas ce développement démographique. Voilà quelques sujets qui pourraient nous rendre optimistes malgré les difficultés, les défis que nous devons affronter. Et j'ai la conviction que le rôle des hommes politiques, c'est de rendre les progrès possibles, sans sacrifier nos valeurs, nos principes universels. Notre rôle, et la tâche est exigeante, c'est de trouver un équilibre entre les risques qui sont nécessaires et ceux qui ne le sont pas. En matière de technologie, comme d'économie, au fond, tout est affaire d'équilibre et de mouvement. Et j'ai aussi la conviction que la France
à son niveau, j'espère vous en avoir convaincu, a un rôle singulier à jouer. Parce que c'est une grande nation, c'est la 5e puissance mondiale, la 2e puissance européenne, et surtout parce que la France, pays des Lumières, a toujours été en pointe pour poser des limites. C'est l'un des rares pays qui inscrit le principe de précaution dans sa constitution. Elle a été pionnière en termes de bioéthique, avec la création dès les années 80 d'un comité national d'éthique, et les débats qui ont lieu aujourd'hui sur la procréation assistée, sur l'éthique ou sur la fin de vie sont des débats passionnants, mais que nous traitons avec nos valeurs. Mais j'ai la faiblesse de penser qu'ils ont valeur d'exemple pour le monde. Et nous sommes également en pointe dans la bataille pour le respect du droit à la vie privée, pour l'exception culturelle, c'est la force que nous donne notre langue, ou pour la liberté d'expression, je l'ai évoqué. Alors, mesdames et messieurs, je crois que la France ne doit jamais renoncer à avancer. Elle doit maintenant continuer à parler au monde comme elle a su le faire hier, continuer de faire porter sa voix, ses idées et une certaine vision du progrès pour l'humanité. Et pour cela, la France doit aussi savoir se réinventer. Elle ne peut pas construire uniquement l'Europe et le monde, permettez-moi cette expression, à son image. Elle doit être capable de se réinventer et donc de se réformer. C'est difficile parfois. Ça bouleverse les attitudes. Qu'un gouvernement de gauche soit obligé de faire le travail qui n'a pas été fait depuis 40 ans. Un pays qui vit au-dessus de ses moyens, qui a accepté un chômage de masse, qui accepte encore que 150 000 jeunes, tous les ans, sortent du système scolaire sans formation, que 15% de nos élèves qui rentrent en 6e aient de grandes difficultés à lire, à écrire ou à compter. Donc nous devons être capables de nous réformer pour préparer l'avenir. Et c'est l'honneur de ce gouvernement, et c'est la mission qui est la mienne, que de conduire cette tâche avec, croyez-moi, beaucoup de détermination. Beaucoup de détermination. Et quels que soient les obstacles, et ils sont nombreux, nous passerons, parce que je pense que c'est l'intérêt du pays. Et je veux vous remercier de m'avoir permis de le dire, à travers une réflexion qu'il faut poursuivre, approfondir, bien évidemment, grâce au travail qui a été le vôtre pendant 2 jours. Oui, la France doit savoir se réinventer, et c'est ainsi qu'elle pourra conserver une grande ambition, pour elle-même et pour ce monde à venir, ce nouveau monde passionnant qui naît déjà sous nos yeux et qui est bien sûr notre avenir. Merci beaucoup.